Bonjour et bienvenue à notre webinaire. Nous allons commencer dans quelques minutes. On va juste attendre que les derniers inscrits nous rejoignent et puis on commencera. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire qui parle du coup de la cybersécurité. Donc on a la majorité des inscrits qui sont là. On va attendre tout doucement les derniers arrivés. Donc déjà, merci beaucoup de vous être inscrits pour ce webinaire. On est vraiment très content du coup de vous avoir avec nous. Comme intervenant, vous avez ce soir du coup Michel Trutman et Olivier Lux, donc qui se présenteront tout à l'heure au début du webinaire. N'hésitez pas pendant le webinaire à poser vos questions. Si on n'y répond pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, on prendra du temps à la fin pour répondre du coup à toutes vos interrogations. Et puis voilà, on va attendre encore quelques instants et puis on laissera la parole du coup à nos intervenants. Bon, pas ils ont été plus vite que prévu les derniers. On a tout le monde qui nous a rejoints, donc merci à tous d'être là. Donc je vais laisser la parole à Michel pour du coup vous présenter Sologest et puis commencer le webinaire sur la cybersécurité. Bon webinaire à tous. Bonjour. Je vous remercie à tous pour l'intérêt que vous avez retenu et que vous portez à ce webinaire. Je me présente rapidement, je suis Michel Trutman et je vais co-présenter ce webinaire avec Olivier Lux, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, Olivier Lux, je suis le responsable informatique du cabinet Sologest. Alors, le mot est dit, Sologest, c'est quoi au juste? Eh bien, Sologest, c'est un cabinet comptable présent dans la région Grand Est, plus particulièrement en Moselle, dans le nord mosellan. Nous sommes implantés tout le long du sillon mosellan et notre effectif est d'environ 80 personnes, dont 6 associés. Et nous avons une devise qui nous tient à cœur, aussi bien pour nos collaborateurs, nos clients et l'ensemble de nos partenaires, celui de grandir ensemble et en toute égalité. Voilà. Notre offre se décline selon une palette de services dont la brique principale est l'expertise comptable et que nous avons souhaité compléter par un certain nombre de briques de spécialisation particulièrement adaptées aux besoins des TPE et des PME de notre région. Mais venons-en aux faits. Nous sommes ici pour parler de cybersécurité pour les TPE et pour les PME. Autrement dit, comment se protéger contre les risques auxquels nous sommes confrontés en permanence. Alors, nous n'avons pas le mérite de l'originalité, nous allons faire un plan en 3 parties.
Les principaux types de cyberattaques, quels sont les risques auxquels vous êtes exposés, qu'est-ce que la cybersécurité, qu'entend-on par ce terme, et enfin, comment SoloGest peut vous aider à lutter contre ces risques. Sans attendre, passons à la première partie. Quels sont les principaux risques auxquels nous sommes exposés? Je laisse la parole à Olivier. Oui, donc les principaux types de cyberattaques sont les suivants. Il y a l'hameçonnage, qu'on appelle aussi phishing, les malwares, les rançongiciels ou ransomware, les attaques par DDoS et les fraudes au président. Donc nous démarrons par l'hameçonnage ou phishing. Donc l'hameçonnage consiste en l'envoi de mails frauduleux visant à récupérer des informations personnelles, souvent des informations bancaires. Le phénomène du phishing est de très grande ampleur. Il représente aujourd'hui 58% du trafic mondial de tous les emails. On peut prendre l'exemple, par exemple, des faux mails de transporteurs qui peuvent être assez efficaces dans la mesure où on peut, par hasard, attendre un colis au moment de la réception du faux mail. Ces faux mails peuvent, dans certains cas, être vraiment très similaires à des mails originaux. Il faut aussi prendre garde au spear phishing, qui est un phishing ciblé. Ce phishing ciblé, en fait, rend plus crédible le mail frauduleux par l'utilisation d'informations personnelles. Ces informations personnelles ont pu être récupérées sur Internet. Ça peut être des informations publiques, diffusées publiquement sur Internet. Ça peut aussi être des données issues de fuites suite à des précédentes attaques de grandes plateformes comme Facebook, par exemple, ou Amazon. Ensuite, les logiciels malveillants, malware en anglais. Alors, nous allons tout de suite évoquer un exemple on ne peut plus récent, puisqu'il s'agit de mars, donc il y a un mois, 2021. En effet, le serveur Exchange, pour être simple, c'est ce qui vous permet d'utiliser votre boîte Outlook de messagerie électronique, donc de mail. Eh bien, la dernière version d'Exchange faisait apparaître 4 failles de fonctionnement et les hackers ne se sont pas privés d'entrer dans la brèche pour y installer ces fameux malwares, des logiciels malveillants, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui va, comme un parasite, rentrer dans votre système et donner l'accès aux pirates à votre système sans que vous vous en rendiez seulement compte. Il peut être activé comme il peut très bien rester en sommeil. Dans notre cas, donc récent, l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité informatique, nous a communiqué que 15 000 serveurs français avaient été rendus vulnérables, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont été automatiquement attaqués, mais ils ont été vulnérables parce qu'ils contenaient ce malware. Alors, Microsoft a accusé un groupe de hackers chinois d'être à l'origine de l'attaque. Enfin, peu importe qu'ils soient chinois, russes ou que ce soit simplement des réseaux mafieux, il faut simplement être conscient du fait qu'en permanence, certaines personnes mal intentionnées sont en veille pour trouver des brèches dans les logiciels que nous utilisons tous les jours. Voilà pour les logiciels malveillants. Alors, les rançongiciels, là, les rançongiciels sont vraiment d'actualité. Le nombre d'attaques et le nombre de victimes
ne cesse d'augmenter très rapidement. Ces attaques s'appuient très souvent sur des virus cryptoloqueurs qui vont essayer, quand ils ont pénétré un système, de chiffrer le maximum de données sur tous les supports. Ensuite, l'attaquant va demander à la victime une rançon pour, en tout cas dans la théorie, fournir une clé de déchiffrage et ainsi permettre la récupération des données. Bien sûr, il n'est pas recommandé de payer ce type de rançon. Alors, on peut prendre l'exemple d'une attaque par rançongiciel, celle du groupe M6 en 2019. Donc, lors de cette attaque, l'intégralité du système informatique du groupe M6 a été arrêtée. Seuls les serveurs de diffusion de la chaîne ont pu être maintenus grâce à une bonne cloison, grâce à un bon cloisonnement des réseaux. Ceci a permis d'éviter l'arrêt de la diffusion de la chaîne, en fait. Par contre, donc, tous les employés ont dû éteindre leurs ordinateurs et les serveurs de messagerie, par exemple, ont pu être démarrés qu'au bout de 6 jours. Et un retour à la normale complet n'a pu être obtenu qu'au bout d'1 mois avec l'aide de l'ANSSI. En quatrième lieu, nous avons les délits de service. Alors, délit de service, c'est quoi? Ça s'appelle en anglais DDoS. Exemple, la PHP. Bon, la PHP, tu connais, au moins depuis 1 an, dans le cadre de la crise sanitaire que nous subissons malheureusement. Eh bien, le 22 mars 2020, soit 5 jours après le premier confinement strict, eh bien, la PHP était victime d'une attaque en délit de service. En quoi ça consiste? Eh bien, simplement, le hacker ou l'individu qui veut vous attaquer va vous bombarder de sollicitations, enfin votre serveur bien sûr, va vous bombarder de sollicitations de telle manière qu'il va totalement noyer le serveur qui de ce fait se retrouve totalement paralysé parce qu'il est en sous-capacité par rapport à la demande de sollicitation. Dans le cas de la PHP, tous les accès à la messagerie ont dû être déconnectés et tous les accès au télétravail ont été interrompus également. Au début de ce 3e an que nous vivons en ce moment, j'espère pour plus trop longtemps, l'éducation nationale a souhaité que les lycéens, les collégiens aient recours au téléenseignement. Le CNED et l'enseignement à distance a été attaqué par une attaque DDoS qui a rendu les serveurs totalement inopérants. Ça a défrayé la chronique encore récemment. Voilà pour les délits de service. Les fraudes au président ou aux faux virements. Donc les attaques par fraude au président sont des escroqueries qui s'appuient essentiellement sur une usurpation d'identité. L'attaquant cherche à se faire passer pour le président de l'entreprise visée et cherche à obtenir des virements bancaires en demandant à des personnels administratifs de l'entreprise. Ces attaques ont la particularité d'être souvent sur plusieurs canaux, c'est-à-dire aussi bien par mail que par téléphone. Alors, en la matière, le préjudice record pour une entreprise en France a été pour Vallourec, avec un préjudice de 20 millions d'euros en 2013. Donc, les attaquants sont parvenus à se faire virer près de 30 millions d'euros. 10 millions d'euros ont pu être bloqués à temps
sur les comptes bancaires par les autorités. Alors, j'attire tout particulièrement votre attention sur cette fraude dont vient de parler Olivier. Il s'agit ni plus ni moins que de la manipulation psychologique, c'est-à-dire que le fraudeur va avoir connaissance de l'agenda détaillé de la personne pour qui il se fait passer, en l'occurrence ici Philippe Crouzet. Il va imiter sa voix, il va connaître ses habitudes, il va parfaitement connaître les habitudes de la personne qu'il aura au téléphone et qui sera habilitée à faire le virement. Donc, c'est vraiment une intrusion dans l'intimité et ça suppose une connaissance très poussée des habitudes de l'entreprise. Et franchement, la personne à qui on demande de virement, quand elle est persuadée d'avoir son président en ligne, ne va pas hésiter. Christelle va vous mettre un sondage, je lui laisse la parole. Voilà. Alors maintenant que vous connaissez les différents types de cyberattaques que vous ou votre entreprise peuvent subir, parce qu'il n'y a pas que les professionnels qui peuvent être victimes, il y a aussi les particuliers, on va vous faire passer un sondage. Donc là, il est en train de s'afficher à votre écran. Vous allez pouvoir en fait nous dire si vous avez déjà été victime d'une cyberattaque et si oui, de là ou lesquelles. Donc normalement, vous pouvez répondre à plusieurs questions. Donc il suffit de prendre votre souris si vous êtes sur un ordinateur et votre doigt si vous êtes sur votre téléphone ou tablette et de cliquer sur les réponses qui correspondent aux attaques que vous avez pu subir. Donc on va attendre quelques instants que la majorité ou tout le monde réponde du moins pour après voir les résultats. Et puis vous validez bien sûr votre participation sur le bouton soumettre. Pas encore tout le monde a voté. Est-ce que les derniers peuvent voter peut-être? Super. Je vais fermer le sondage et afficher du coup les résultats à vos écrans. Hop. Donc pour les résultats, donc effectivement, je vois que tout le monde a déjà plus ou moins subi une cyberattaque. Donc on a 33% pour le hameçonnage et les malwares. On a 22% pour les rançongiciels et 11% pour la fraude au président ou au faux virement. Et par contre, on a 0% pour le déni de service. Donc, je vais laisser la parole à Olivier. Et merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage. Oui, merci. Donc, oui, pour quelques chiffres clés. Donc, en effet, selon un sondage de la CPME en 2019, il est apparu que 41% des TPE et 44% des PME ont déjà subi une ou plusieurs cyberattaques, dont alors 24% de l'hameçonnage, 20% par malware, 16% par rançongiciel, 6% par fraude au président. Et donc, on constate qu'actuellement, les cyberattaques sont en grande augmentation. Et d'ailleurs, d'après l'ANSSI, les cyberattaques ont été multipliées par 4 en 2020. Voilà pour les cyberattaques. Mais le risque informatique ou le risque qui menace votre système d'information n'est pas toujours dû à des personnages malveillants. Il y a les autres risques que je qualifierais malheureusement d'habituels, ceux que vous connaissez dans votre entreprise, dans vos usines. C'est le risque d'incendie, d'inondation ou de cambriolage. Un risque plus spécifique pour les systèmes d'information, la rupture des connexions data. C'est tout bêtement le chantier en cours dans votre commune, un engin de chantier qui ne fait pas trop, qui n'est pas au courant et qui arrache un câble, cuivré ou fibre optique, et qui du coup vous déconnecte totalement de la toile, ce qui fait que vous n'avez plus aucun lien ni avec vos clients, ni avec vos fournisseurs, avec aucun autre prestataire.
Et enfin, le dernier risque, qui n'est pas des moindres, qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est l'erreur humaine. On a, dans une petite note d'humour, toujours l'habitude de dire que le maillon le plus faible dans un système informatique est assis entre la chaise et le clavier. N'est-ce pas, Olivier? Dans certains cas. Voilà, nous avons abordé les principaux risques et nous allons maintenant voir qu'est-ce que la cybersécurité. Alors, la cybersécurité est un ensemble de solutions, de mesures de protection de l'entreprise. Ils peuvent être regroupés en 12 principaux thèmes que nous allons développer maintenant. Alors, je laisse commencer, Tout Michel. la connaissance, oui, merci de me laisser la parole, Olivier. Tout d'abord, tout ce qui correspond à la connaissance du système d'information. En effet, on ne peut protéger que ce qu'on connaît. Ce qui veut dire qu'il faut avoir l'inventaire précis des matériels, mais également des logiciels et des données et leur traitement. Il faut également connaître l'ensemble des accès à votre système d'information et identifier toutes les interconnexions avec l'extérieur. C'est un travail préalable de connaissance, mais qui est incontournable. Deuxième parade, la sensibilisation des utilisateurs. Aucun système n'est totalement fiable. C'est toujours la fameuse lutte qu'on connaissait à l'époque des coffres-forts et des perceurs de coffres. Chaque fois qu'il y avait une nouvelle technologie, eh bien, les perceurs de coffres suivaient la technologie et la devançaient. Eh bien, en cybersécurité, c'est la même chose. Rien n'est sûr à 100%. Il est donc important que vos utilisateurs soient sensibilisés et attentifs pour éviter qu'une attaque puisse passer à travers une des failles du système. 3 phases, il faut former vos collaborateurs, notamment par la signature d'une charte de bon usage des outils informatiques. Ensuite, il faut les informer sans cesse pour garder leurs connaissances à jour. Et enfin, il faut que tout le monde reste en veille permanente parce qu'on n'est jamais à l'abri. On peut recevoir un mail d'un client dont on attendait la réponse depuis 3 semaines qui enfin nous répond. On clique sur le document Word qui est joint et pas de chance, ce n'était pas le client, ce n'était pas le document Word, c'est un virus qui a été inoculé dans mon système. Donc, à tout moment, il faut rester attentif par rapport à ce risque et les utilisateurs doivent en être informés. Les mots de passe, vaste sujet. Effectivement, qui n'a pas été sur un site qui lui demandait un mot de passe et qui s'est dit « Oh purée, là, je n'ai pas d'imagination, je vais faire du 1, 2, 3, 4 ». Vous pouvez le faire dans votre vie privée, dans l'entreprise, à éviter absolument. Les pirates sont des experts en craquage de mots de passe. La seule défense que vous ayez, c'est de les complexifier et de les changer régulièrement. En matière de complexité, la CNIL nous donne quelques pistes qui sont déjà assez sympathiques. 8 caractères minimum et, comme vous pouvez le voir à l'écran, 3 des 4 types de caractères, majuscules, minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Et bien sûr, renouveler les mots de passe régulièrement. Ici, on indique tous les 3 mois, ça peut être plus.
plus souvent, n'essayez pas d'excéder les 3 mois parce que plus cette durée est longue, plus vous courez de risques. Un nouveau risque qui n'existait pas jusqu'à une quinzaine d'années quand même, c'est le risque en mobilité. Effectivement, la mobilité crée de nouveaux risques. Elle les augmente. Nous avons des tablettes, nous avons des smartphones, nous transportons des données, des PC. Eh bien, il faut sensibiliser les utilisateurs au risque de vol. Le vol ou la perte de matériel. Je perds un iPad, je perds mon Toshiba, j'ai oublié de mettre un mot de passe. N'importe qui retrouve cet appareil peut l'ouvrir, avoir accès à mes datas et surtout à mes mots de passe. Ensuite, vous avez le vol de données. Le vol de données, c'est pas très sophistiqué. Je suis en train de travailler sur un tableur Excel et dans le siège derrière moi, il y a une personne malveillante qui est en train de prendre en photo mon écran et qui me vole, ce faisant, mes données. Bien sûr, on a parlé de vol de portable, de tablette, d'où le besoin de chiffrage. À partir du moment où mon disque dur est crypté, celui qui me vole le disque dur ne pourra plus rien en faire tant qu'il ne connaît pas mon mot de passe. Enfin, la clé USB. La clé USB, c'est le faux ami. Beaucoup de gens me disent, je fais des sauvegardes sur des clés USB. Ce n'est pas une sauvegarde. Une clé USB, ça sert juste à prendre un fichier, le transporter d'un appareil à un autre, et après c'est fini. La clé USB est excessivement dangereuse. Il faut savoir que certaines personnes s'amusent à laisser traîner des clés USB dans des lieux publics pour que vous les preniez, vous les insériez dans votre ordinateur, et à ce moment, les malwares dont on a parlé tout à l'heure viennent immédiatement se loger sur votre disque dur ou dans votre système, et à partir de ce moment, la personne qui a installé le malware c'est open bar pour elle. Et enfin, lorsque vous êtes à l'extérieur, simplement en télétravail par exemple, utilisez un VPN. VPN, c'est quoi? Virtual Private Network, c'est un réseau privé virtuel qui vous permet de travailler de l'extérieur comme si vous étiez dans votre entreprise. Ensuite, la séparation des usages. On va prendre un exemple simple. Dans vos locaux, que faites-vous? Vous cloisonnez les pièces pour sauvegarder la confidentialité et spécialiser les usages. Je sépare l'atelier de mon bureau. Je n'ai pas le même usage dans les deux cas. Pourquoi je ne ferai pas la même chose lorsqu'il s'agit de mon système d'information? Parce qu'en effet, c'est pareil. Il faut que nous construisions des cloisons pour éviter à une personne qui a l'usage A de pouvoir, par transpiration, voir ce que fait l'autre qui a un usage B. Quel est le risque? Si je donne accès à tout le monde, à tous les usages, si l'un perd son mot de passe, ses accès, le hacker aura accès à l'ensemble de mes datas. Et donc, l'ensemble de mes données seront sensibles. Ensuite, l'assurance. Eh bien, l'assurance, vous connaissez tous. Vous vous assurez contre la perte d'exploitation, vous assurez votre véhicule, vous assurez vos locaux. Eh bien, de la même manière, on va assurer le risque cyber-risque, le risque informatique. Selon les contrats, différents risques peuvent être couverts. L'usurpation d'identité, la garantie contre la perte d'exploitation que vous connaissez. Je suis l'objet d'une attaque informatique, je dois couper mon système d'information pendant 8 jours, j'ai une perte d'exploitation de 8 jours, je demande une garantie contre cette perte d'exploitation. Ensuite, il y a l'accompagnement juridique.
Et n'oublions pas la reconstruction. J'ai été la cible d'une cyberattaque. Je dois reconstruire tous mes serveurs, reconstruire mes logiciels, reconstruire mes données. Tout ça, ça a un coût. J'ai dû faire appel à du personnel spécialisé. Eh bien, la prise en charge de ces coûts peut se faire par votre assureur. Je laisse la parole à Olivier qui va continuer à vous détailler les 6 autres mesures de sécurité à prendre. Oui. Alors, les mises à jour. Alors, un des angles d'attaque des pirates informatiques, c'est d'exploiter en fait des vulnérabilités connues des systèmes que l'on possède. C'est-à-dire, ces vulnérabilités sont publiques et documentées. Alors, c'est pourquoi il est essentiel d'utiliser uniquement des systèmes et matériels maintenus et à jour. Donc, les recommandations sont les suivantes. Utiliser des logiciels et matériels maintenus. Alors là, je vais citer un exemple important. Attention, Windows 7 actuellement n'est plus maintenu par Microsoft. Ensuite, la deuxième recommandation, c'est d'activer toujours les mises à jour automatiques. En effet, les mises à jour automatiques seront beaucoup plus efficaces que si on fait uniquement des mises à jour manuelles occasionnellement. Il faut vraiment que les mises à jour soient installées le plus rapidement possible. Et enfin, il faut prendre garde aux points faibles, c'est-à-dire une vieille machine qui est toujours connectée sur le réseau peut ne plus être maintenue et constituer un point d'attaque par sa faiblesse. Alors, juste une illustration sur ce que vient de dire Olivier. Un point faible, il faut savoir que la société Marriott, une chaîne d'hôtels, s'est vue attaquer via son siège social, tout simplement parce que le hacker est passé par le thermomètre connecté de l'aquarium qu'il y avait dans l'accueil du siège social. Donc, vous voyez, là, on a une petite machine qui n'a l'air de rien, qui a été totalement oubliée par tous les agents de sécurité et qui a servi de porte d'entrée pour voler des données. 500 000 comptes ont été dérobés à l'occasion de cette attaque. Oui, effectivement, c'est une affaire très connue et exemplaire de cette situation. Les antivirus. Alors, les antivirus sont le dernier rempart pour éviter l'exécution d'un code malveillant sur son système. Alors, pour se protéger, donc, il est bien sûr essentiel de posséder un antivirus et il est recommandé d'équiper tous les équipements de son réseau, tous les ordinateurs et les serveurs. Il est aussi important de bien contrôler que son antivirus est à jour, donc aussi bien le logiciel en lui-même que la base virale qui est mise à jour très très régulièrement, et cela dans le but que le logiciel, l'antivirus, connaisse un maximum de virus, qu'ils connaissent les virus les plus récents. Le point suivant, c'est les pare-feux. Alors, le principe des pare-feux, c'est de restreindre au maximum les connexions. C'est-à-dire, il doit limiter les connexions vers Internet essentiellement au strict nécessaire.
Alors, deux cas. Dans le cas en dehors d'un réseau local d'entreprise, il est recommandé d'activer le pare-feu sur son système d'exploitation. Ça peut être le pare-feu de Windows, par exemple, ou ça peut être un logiciel qu'on installe, un logiciel de sécurité informatique. Ensuite, l'autre cas, c'est le cas de réseau local d'entreprise, un réseau local qui serait connecté à Internet. Dans ce cas, il est recommandé de protéger le réseau local par un pare-feu. Alors, ce pare-feu peut être un pare-feu matériel, il peut être aussi hébergé, mais dans tous les cas, ce pare-feu doit être administré et bien sûr maintenu. Alors, le pare-feu peut aussi apporter d'autres améliorations de sécurité. Le pare-feu peut contrôler les flux par des sondes qui sont des sondes de détection et de prévention d'intrusion. Il analyse les flux en fait. Et le pare-feu peut aussi contrôler les URL, c'est-à-dire il contrôle les sites qui ont été consultés par les machines du réseau. Alors la messagerie ensuite, on peut dire, je pense, que la messagerie est le principal vecteur d'infection du poste de travail. Cela par la pièce jointe, une pièce jointe infectée, bien sûr, ou par le clic sur un lien qui conduirait vers un site également hostile. Alors, pour se protéger de ça, il y a deux mesures de base qui sont incontournables dans tous les cas. Le premier, c'est de bien posséder un antivirus, on y revient. Et on revient aussi à sensibiliser les utilisateurs, c'est vraiment incontournable. Ensuite, pour aller un peu plus loin, il y a quand même certains outils de sécurité qui permettent une certaine amélioration de la sécurité. Donc, c'est d'avoir une solution d'anti-spam en amont de la boîte aux lettres. Et on peut aussi avoir une solution d'antivirus, mais un antivirus qui va contrôler les mails, là aussi, en amont de la boîte aux lettres. C'est-à-dire que les mails sont contrôlés avant d'arriver dans la boîte aux lettres. Ensuite, les sauvegardes. Bon, alors, bien sûr, les sauvegardes sont l'élément clé pour se protéger des pertes de données. Alors, des pertes de données qui peuvent être, dans le cas d'un incident matériel, une panne matérielle, par exemple, une panne de disque, ou dans le cas, par exemple, d'attaque par rançongiciel. Ça peut permettre de récupérer des données qui auraient été chiffrées. Alors, les recommandations en termes de sauvegarde, c'est dans un premier temps bien identifier les données à sauvegarder. Effectivement, il ne faudrait pas oublier des données importantes qui seraient, par exemple, sur un poste local et qui ne seraient pas sauvegardées. Donc, en premier lieu, bien identifier les données. Ensuite, il faut définir une politique de sauvegarde, définir le nombre de jours, par exemple, sur lesquels on peut revenir au niveau des restaurations. Pour cette politique de sauvegarde, il est recommandé également d'externaliser certaines sauvegardes, mettre sur un site différent certaines sauvegardes.
Et enfin, un point important également, c'est de tester régulièrement les sauvegardes. Il faut vraiment s'assurer que les sauvegardes que nous possédons sont de bonne qualité. Et enfin, le dernier point, donc, c'est bien sûr réagir à une cyberattaque. Dans certains cas, une réaction rapide et appropriée à la cyberattaque qui a bien eu lieu peut limiter son impact. Alors, dans l'urgence, la première chose à faire, et vraiment la première recommandation, c'est de déconnecter l'ordinateur, l'équipement qui a été affecté, touché par l'attaque. Ensuite, on recommande de ne pas modifier les équipements qui ont été touchés, qui sont infectés, ne pas les modifier, ne pas les effacer, parce que dans certains cas, on peut remonter à l'attaquant, on peut identifier l'attaquant. Ça peut aussi permettre, dans certains cas, de récupérer les données, même si elles ont été chiffrées. Dans certains cas, il est possible de récupérer les données sans payer la rançon pour autant. Et enfin, il est toujours demandé de porter plainte auprès des autorités. Voilà, donc on a vu les différents thèmes qui sont abordés dans la cybersécurité. Nous allons maintenant voir notre offre en matière de cybersécurité. Alors, notre offre au niveau du cabinet en matière de cybersécurité s'articule en 2 étapes. Une première étape qui est un diagnostic de cybersécurité. Et ensuite, pour aller plus loin, on peut vous proposer un audit de votre système d'information. Alors, en ce qui concerne le diagnostic de cybersécurité, il s'agit d'une intervention rapide, mais néanmoins nécessaire pour vous sensibiliser aux risques cyber auxquels vous êtes exposé dans votre entreprise, dans votre organisme. Cela vous permettra de faire un premier point et de connaître vos axes d'amélioration pour ensuite décider si vous désirez aller plus loin et aller plutôt s'orienter vers un audit complet du système d'information. Il s'agit donc d'une première étape rapide et légère en matière d'intervention. Oui, donc pour aller plus loin, nous pouvons vous proposer donc l'audit de cybersécurité. Il se déroule de la manière suivante. Donc tout d'abord une préparation avec une entrevue avec le dirigeant. Ensuite, une prise de connaissance du contexte de l'entreprise et la revue de la documentation technique existante. Ensuite, il sera effectué des interviews des intervenants internes sur le système d'information et également la consultation des intervenants externes. Et bien sûr, il sera effectué des contrôles adéquats. Et en conclusion, donc, cet audit interne débouchera sur un rapport de cybersécurité et sur des préconisations personnalisées en fonction des résultats. Au cas où ces préconisations devraient être mises en place dans votre organisme, nous avons l'habitude de travailler avec les partenaires avec lesquels nous travaillons déjà pour les besoins même de Sologest,
à savoir Style PC, qui est tout proche de Metz et au Luxembourg, et Raisonnet, qui est installé sur Strasbourg. Alors, en 2 mots, que faut-il retenir de cette présentation, de ce webinaire? Tout d'abord, toutes les entreprises sont des cibles potentielles d'une cyberattaque. Ensuite, la seule protection que vous puissiez avoir contre ces risques, c'est de mettre en place une cybersécurité. Et enfin, nous pouvons vous épauler pour vérifier la vulnérabilité, excusez-moi, de votre système d'information. Dans le cadre de cette nouvelle offre, nous avons souhaité privilégier un partenariat privilégié pour nos premiers clients, savoir que nous offrons la première étape à tous nos clients qui vont choisir de réaliser l'ensemble de la prestation, diagnostic et audit. On met en place cette opération jusqu'au 30 juin 2021 et pour les 10 premiers partenaires qui seraient intéressés. Voilà. En tout cas, nous vous remercions, Olivier et moi, pour votre participation à ce webinaire. Et maintenant, la parole est à vous. Merci de nous poser vos questions. Christelle, avant-vous, la parole est au studio. Alors, du coup, on n'a pas eu beaucoup de questions. Il y en a quand même une qui est arrivée. On a une des personnes, du coup, qui est là présente dans les spectateurs, qui nous demande si on a une idée du nombre d'attaques que subissent les entreprises en moyenne chaque année. Énorme. Je me doute. Moi, quand je vois déjà personnellement le nombre de mails que je reçois qui sont du coup des cyberattaques, je pense que oui, effectivement, il y en a beaucoup. Est-ce que vous avez une idée du coup du nombre peut-être? Moi non, Olivier, vous avez une idée? Je ne pourrais pas donner de chiffres. Après, c'est sûr que on reçoit énormément de mails frauduleux contenant des fichiers infectés. Après, l'attaque n'est pas forcément réussie dans le sens où il n'y a pas forcément exécution du code malveillant. Je vous renvoie quand même aux chiffres que nous avait cités Olivier tout à l'heure. Plus de 50% des mails sont des mails frauduleux, plus de la moitié. Quand on sait que chaque jour, il y a plusieurs milliards de mails qui s'échangent sur la planète. Voilà, donc rien qu'en termes de mail phishing, ça se chiffre en plusieurs milliards. Donc voilà. Oui, puis j'imagine que du coup le risque augmente en fonction du nombre de salariés du coup qui ont une messagerie d'entreprise. On a du coup une autre question qui a été posée. On demande du coup une idée du coût que pourrait prendre la prestation avec l'étape 1 et l'étape 2. Alors, une idée du coût, c'est très simple. Tout dépend de la taille de l'entité à auditer. Et donc, systématiquement, nous ferons un devis, comme nous avons l'habitude de le faire et comme nous y sommes tenus déontologiquement, nous ferons un devis adapté à vos besoins. Mais je n'ai pas de chiffres à annoncer comme ça parce que tout est variable. S'il s'agit d'une entreprise unipersonnelle, il ne s'agira pas du même devis que si j'ai en face de moi une entreprise avec 50 salariés. On ne parle pas de la même chose. Donc, on ne peut pas avoir annoncer le tarif unique. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oh, oui, je pense que oui. Je pense que les spectateurs ont très bien compris que le montant de la prestation dépendra de la taille de la structure.
On a d'autres questions du coup qui sont arrivées. Une qui concerne le pourcentage du chiffre d'affaires qu'une entreprise devrait consacrer à la cybersécurité. Est-ce que vous avez une idée du coup des moyens qu'il faut du coup mettre en place pour se protéger contre les cyberattaques? Là aussi, difficile à dire parce que dans l'investissement sur le système d'information, l'investissement informatique en général, il est difficile de distinguer ce qui est purement informatique de ce qui est cybersécurité. Souvent, les logiciels et la sécurité des logiciels sont intimement imbriqués. On peut difficilement séparer les deux. Ce qui est sûr, par contre, c'est que l'investissement dans le système d'information est de plus en plus important d'année en année. On le voit rien que sur, égoïstement, notre entreprise qui est Sologest, la part de l'investissement et même des coûts d'exploitation du système d'information tend à exploser. Mais est incontournable puisque sans cet outil, on ne peut plus rien faire. Alors, il nous reste 2 questions. Faut savoir, il n'est pas encore 19 h, donc on peut encore vous tenir un petit moment. Du coup, on a une personne qui aimerait, si c'est possible, qu'on puisse donner un exemple des contrôles que vous réalisez du coup pendant l'audit de cybersécurité dans les entreprises. J'ai dit l'audit de cybersécurité, c'est en fait un questionnaire sur l'ensemble des thèmes que nous avons abordés. Alors, soit on a la réponse à ces questions, soit on ne l'a pas. Le simple fait de savoir répondre à toutes les questions dénote souvent déjà la sensibilité de notre interlocuteur sur le phénomène de la cybersécurité. Voilà. Alors, c'est un panel de questions. On va pas pouvoir les passer en revue maintenant, mais j'invite cette personne à se faire connaître et qu'on puisse échanger et lui répondre plus à même sur cette question. Olivier, vous aviez peut-être quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement. Oui, ça recoupe. Les questions sont en tout cas sur les thématiques qu'on a vues sur les 12 points. D'accord, très bien. Donc, dans tous les cas, vous inquiétez pas, les réponses peuvent être peut-être un petit peu évasives et puis pas très complètes, mais c'est parce qu'on essaie de pas prendre trop de temps non plus, parce que sinon ça pourrait prendre énormément de temps de répondre correctement à vos questions. De toute manière, j'ai vos coordonnées. Je sais qui a posé les questions, donc on vous enverra un mail pour de plus amples d'explications, pardon. On a une dernière question, et puis après on pourra vous laisser pour aujourd'hui. C'est donc une personne nous demande si nous n'avons pas oublié d'évoquer la RGPD pendant le webinaire. Alors là, je vais laisser Olivier répondre puisque c'est notre spécialiste RGPD. Alors, effectivement, le RGPD est bien une des thématiques du diagnostic et de l'audit. Donc, le respect du RGPD et la documentation des traitements. D'accord, très bien. N'hésitez pas du coup à nous envoyer toutes vos questions si d'autres pourraient survenir après ce webinaire à l'adresse mail du coup de contact@sologest.fr. On vous remercie d'avoir été nombreux et puis d'avoir participé à ce webinaire en répondant au sondage, en posant des questions comme vous l'avez fait à l'instant. On va pouvoir vous laisser du coup. Merci beaucoup encore. Et est-ce que Michel et Olivier, vous avez peut-être un petit mot de fin à dire aux spectateurs? Toujours. Déjà, nous vous remercions tous pour votre attention. Sachez que vous pouvez retrouver ce webinaire, le revisionner. Il sera en ligne en replay sur notre site. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier et à espérer vous avoir en face à face un de ces jours à la fin de cette crise sanitaire.
À bientôt et bonne soirée à tout le monde. Juste une dernière petite précision, vous allez recevoir du coup un mail, comme l'a dit Monsieur Trutman, vous aurez directement un lien pour voir le replay. Et puis après, évidemment, vous pourrez le voir sur notre site internet. En vous remerciant et puis bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.